Bonsoir et merci d'être là si nombreux. Je suis vraiment pas un spécialiste, mais j'aime combattre les spécialistes. Vous verrez pourquoi. Donc, j'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous ce soir, parce que tout ce qu'on raconte sur le vin et les effets bénéfiques, si on regarde strictement scientifiquement et on mesure les effets, c'est du chenille. Donc, ceux qui trouvent que je suis à côté de la plaque, ils peuvent partir tout de suite. Je suis pas du tout offensé. Il est clair que Patrick Regamey, il aura une autre vision, et c'est pour cette raison que je commence comme ça. L'autre chose, c'est que j'ai reçu hier un petit message d'un ami haut-valaisan qui, je crois, il était un peu excité parce qu'ils ont enfin de nouveau une conseillère fédérale. Et il m'a donc écrit un petit mot qui disait utilise ça demain, je l'utilise tout de suite. Depuis que j'ai lu que j'ai lu des conséquences néfastes de l'alcool, j'ai arrêté de lire. Donc lui, il m'a introduit au Lafnecha et Himbercha, qui sont des choses très intéressantes, très limitées, mais voilà. Donc, la relation entre vin et santé, c'est pour ça, c'est moi qui ai fait ajouter hédoniste, est effectivement compliqué. Et je crois qu'on arrive au jus de la question, au fond, comment est-ce qu'on veut vivre? Vous verrez, c'est un peu ma conclusion. Donc, un de mes anciens patrons, je suis pas du tout nostalgique, mais il avait l'habitude, c'était Werner Straub à Lille, de dire aux patients, il y a différentes façons de vivre. C'est soit kurz und kurzweilig ou lang und langweilig. Donc, tu vis avec une vie limitée mais intense ou tu vis avec une vie longue et ennuyeuse. C'est clair, on ne peut pas dire ça à tous les patients comme ça, mais lui, il était assez désinvolte, donc raconter ça. Et c'est pas complètement faux. Maintenant, les relations entre vin, disons plus précisément alcool et santé, sont au niveau scientifique difficiles à interpréter. Je vous montrerai les résultats de la meilleure étude qui existe, qui a été publiée dans Lancet, un des grands journaux de médecine interne, en août, en Angleterre, un groupe de Seattle, et vous verrez que c'est un peu délicat. Donc, si vous attendez que je vous dise, allez-y, les phénols, les antioxydants, bah, c'est pas ça. Pourquoi c'est difficile? Vous voyez ici, il y a des problèmes méthodologiques avec les études. Donc là, les données sur la relation entre alcool et santé proviennent essentiellement de deux sources. Un, c'est des études à court terme qui mesurent l'effet de l'alcool sur des paramètres physiologiques. Donc, c'est in vivo, c'est dans le labo. Si on expose des animaux ou des humains à des taux d'alcool, qu'est-ce que font les lipides, etc., sur la capacité du sang de coaguler, l'hémostase et la fonction cognitive. Ça, on peut s'imaginer s'il y a un taux élevé d'alcool qu'on fonctionne un peu moins bien. Mais ça ne veut rien dire, en fin de compte, sur les effets à long terme. Et les effets à long terme, les observations à long terme sont basées, donc c'est des études de cohorte. Ils comparent les abstinents avec les consommateurs modérés. Les abstinents, vous savez ce que c'est. Vous êtes tous des abstinents, je suis convaincu, ou peut-être des consommateurs modérés. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de biais dans ce type d'études, ce qu'on appelle les confounders. Donc, dans les abstinents, il y a des gens qui ont arrêté de boire avec des maladies. Il y a l'inclusion d'ex-alcooliques qui ont arrêté de boire, qui, dans les interviews, n'admettent pas. Il y a les abstinents purs diffèrent d'un point de vue physique et émotionnel des gens qui boivent modérément, facilement compréhensibles. Les informations que les gens donnent quant à leur consommation sont souvent adéquates. Et il y a d'autres, ce qu'on appelle
en français très sophistiqué, lifestyle factors, qui ne sont pas distribués d'une façon symétrique entre ces études. Donc, il y a un problème du fait comme on étudie la question avec les études observationnelles. Donc, il n'y a pas d'études prospectives où pendant 20 ans, tu inclus 1000 patients et tu leur dis, tu ne bois pas une goutte. Madame, vous buvez pas une goutte si vous êtes dans ce bras et les autres, on y va tranquillement. Donc, ce type d'études épidémiologiques n'existe pas et ne pourra jamais exister. Donc, il faut tirer les conclusions d'études observationnelles. On peut les tirer, je vous montre un petit exemple maintenant, puisqu'on a dit que je suis un infectiologue. Je suis un infectiologue. D'études observationnelles quand il y a une intervention qui a un effet dramatique. Vous voyez ici cette étude de cohorte qui avait commencé en Suisse en 86-87 et qui a été publiée dans le British Medical Journal en 97. Vous voyez deux courbes de survie, c'est probabilité d'être vivant ou non, ça revient au même en fin de compte. Donc, durant différentes, bon, c'est la même courbe, durant différentes périodes d'inclusion de patients dans cette étude de cohorte. Ici, vous voyez des patients qui avaient 200 CD4 à l'entrée dans l'étude. Ici, ceux qui avaient 50 CD4. Et vous voyez ceux qui sont entrés 88, 91, 93 et 95. Vous voyez que si les patients étaient entrés avec des... Donc, les CD4, c'est une mesure de l'immunosuppression, de la gravité de l'immunosuppression et indirectement aussi de la mortalité. Si vous avez peu de CD4 avec une infection HIV, vous risquez de mourir rapidement si on ne vous traite pas. Donc, durant ces trois périodes temporelles, donc de 88 à 94, il n'y avait pas vraiment de traitement efficace. Donc, vous voyez que the probability to be alive est plus ou moins la même dans les trois cours. Par contre, à partir de 95, on avait à disposition des médicaments hautement actifs et vous voyez que la probabilité de rester vivant était très impressionnante par rapport, donc vous voyez ici à 12 mois, donc il y a une grosse différence entre ces courbes. Donc là, c'est observationnel, mais il y avait une intervention, des nouveaux traitements. Je ne suis pas au courant on pourrait s'imaginer dans le cadre du vin ou de l'alcool, de développer des médicaments qui métabolisent plus rapidement l'alcool dans le corps. C'est possible. On connaît certaines altérations génétiques qui diminuent le risque chez les personnes. Donc, de là, développer des médicaments, je suis sûr que c'est possible. Maintenant, il faut voir qui a un intérêt à faire ça, investir de l'argent là-dedans, et on pourrait intervenir dans une étude observationnelle chez des grands buveurs ou chez des buveurs modérés, traiter un groupe et pas traiter l'autre et voir ce qui se passe. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que la consommation modérée? Donc ça, c'est les critères américains. C'est plus ou moins la même chose. Donc, un drink, c'est 14 grammes d'alcool. Donc, c'est un verre, un déci de rouge à 14 volumes pour cent. C'est un rouge... non, un bon rouge. Donc, modéré, c'est pour un homme de moins de 65 ans, 2 drinks au maximum, moins de 3 par jour. Pour une femme, elles ont des taux plus élevés pour différentes raisons. C'est moins de 2 drinks. Et plus que 65 ans, c'est moins de 2 drinks par jour. Le binge drinking, donc on dit je bois rien et à la fin de la semaine, je me remplis, comme disent les Bernois, l'ampoule. Je bois comme un fou. C'est dangereux. Donc, c'est pas mathématique à
à distribuer sur les autres jours. Donc, le binge drinking, c'est pas banal du tout. Je sais pas si ici, peut-être chez les jeunes, il y a du binge drinking. Si je vois un peu votre âge, vous faites pas partie des binge drinkers, je pense. Plutôt des réguliers. Des réguliers. Mais je pense que les Amerlocs, avec leur apéro et trucs le week-end, donc c'est dangereux, le binge drinking. C'est pour un homme plus que 5 ou plus de drinks lors d'une occasion. Bon, on y va. Et pour les femmes, c'est 4 drinks. Donc, on va parler maintenant de modéré, pas de binge. Binge, c'est pour la santé tout aussi dangereux, même plus dangereux que la moyenne calculée pour une consommation modérée, et voir ce que donnent les résultats. Donc ça, c'est un peu difficile à lire, mais je vais vous aider, évidemment. Donc cette étude est la meilleure étude qui a été publiée sur la relation entre la quantité de drinks journalier et le risque relatif de développer des maladies. C'est une étude qui a publié dans Lancet, comme je vous ai dit, 150 pays, 690 études, des études prospectives, rétrospectives, méta-analyses, tout ce que vous voulez, qui a essayé d'éliminer au maximum les biais dont je vous ai parlé avant. Et le résultat, il n'est pas très drôle. Donc, mais c'est comme ça, je crois. Donc ici, par exemple, vous avez en relation avec la consommation d'alcool le risque, regardez ça, c'est l'intervalle de confiance, le risque de développer un cancer du sein, il augmente, c'est bien connu, il augmente avec la consommation d'alcool. Cancer de la région ORL, donc head and neck cancer, inclut l'œsophage, augmente avec la quantité d'alcool chez les hommes, chez les femmes, c'est le cancer du sein. Là, il y a le diabète. Diabète, c'est intéressant parce que boire augmente la sensibilité à l'insuline, donc boire modérément est plutôt favorable. Tuberculose, évidemment, ça diminue les défenses, etc. Diabète, la même chose. Ce qu'on voit ici, et Patrick Gregamet a certainement tout de suite vu, c'est que pour deux conditions, la maladie coronarienne et le diabète, ici, il y a une courbe un peu à U. Donc, ceux qui boivent rien du tout ou très peu, ils ont plus de risques. C'est le grand truc des Français, le French paradoxe. Donc, c'est bien. Peut-être c'est vrai. Moins de maladies coronariennes, moins de diabète. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie? Je reviens peut-être un peu à Straub. Est-ce que pour vous, c'est très intéressant de savoir si, en fin de compte, vous mourrez d'une maladie coronarienne ou d'un cancer ORL? C'est la question individuelle qu'on se pose. Donc, évidemment, les auteurs ont regardé le risque relatif d'alcool pour toutes les causes où on peut attribuer un rôle à l'alcool by standard drinks. Donc, ce que vous voyez ici aussi, c'est que cet effet a eu, il disparaît complètement. Donc, c'est vrai peut-être que l'effet sur la maladie coronarienne est donné, peut-être sur le diabète, mais il n'y a pas que le diabète qui est associé. Vous verrez la longue liste des maladies qui est associée à une consommation d'alcool. Donc, s'il y a un avantage, cet avantage est complètement, comment est-ce qu'on dit, obnubilé par les désavantages d'autres maladies. Donc, vous avez le choix, hein, en fin de compte. Il faudrait dire statistiquement, vous avez le choix. Donc, éditorial dans le Lancet, un hépatologue et un psychiatre, no level of alcohol consumption improves health. Donc, et je pense probablement c'est vrai.
évidemment, dans la vie, c'est pas toute la vérité. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire, ouais, mais deux verres par jour, c'est bon pour la santé. Peut-être c'est bon pour la maladie coronarienne, mais ça vous augmente quand même le risque de stroke ischémique, d'hépatopathie. Après, moi, je pense que chacun doit faire ce qu'il trouve raisonnable. C'est pour ça. Et on y verra, on y verra. On y viendra. Donc, ils sont très stricts dans l'éditorial. Ils disent il faut vraiment, public health, que on diminue drastiquement la consommation d'alcool. Ça, c'est une autre vision. Ce n'est pas une vision individuelle, c'est une vision de coût d'intervention, etc. Où en sommes-nous dans le canton de Neuchâtel? Ben, disons, dans des statistiques plutôt négatives, on est très fort. Je ne sais pas si vous l'avez déjà noté. Par exemple, ça, c'est les cantons producteurs de vin. Bus l'a vu tout de suite. Oh, mais ils sont tous des producteurs de... Oui, oui, oui. Donc, vous voyez, ici, on est ceux-là. Hein. On bat les Jurassiens quand même. Donc, la proportion de la... hein? Comment ça? Ah, mais là, il y a une discussion. Allez-y, réclamez, c'était l'idée. Que ce soit interactif. Bon, il y a pire, mais il y a mieux. Donc, c'est comme ça. Il y a une prévalence de drinkers significative ou heavy drinkers dans le canton qui n'est pas négligeable. Évidemment, j'aurais pu aussi construire la présentation en vous montrant des catastrophes absolues. Mais on voit des catastrophes absolues à l'hôpital à 40, à 50 ans, etc. Mais ce n'était pas le but. Donc, on est quand même, en termes de consommation à risque, assez bon dans le canton. C'est comme ça, hein? J'y peux rien. Ici, vous voyez le nombre de décès. C'est des statistiques de l'OPSAN, nombre et taux de décès et part de décès considérés comme étant dus à l'alcool. On voit que la part, peut-être la dernière courbe est la plus intéressante. La mortalité chez les hommes durant les années reste plus ou moins la même, mais elle augmente quand même un tout petit peu chez les en termes de raisonnement, de public health, il faut faire un effort. Ne me sortez pas l'émancipation, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Quel est l'effet d'alcool sur des conditions spécifiques? Donc, on a parlé, je vous ai dit, peut-être il y a un effet positif pour la maladie coronarienne et le diabète, mais il y a d'autres choses qui sont un peu moins positif comme effet, donc plus de cancer, sein, ORL, le pancréas pas, c'est intéressant, maladie du foie, évidemment, avec des cancers du foie. On voit régulièrement à l'hôpital ici, je pense entre 5 et 10 cas de cancer du foie qui surviennent sur une cirrhose. Vous direz, ouais, mais 5 à 10. Non, mais 5 à 10, c'est souvent des gens jeunes qui consultent quand c'est en situation palliative et c'est une néoplasie qu'on peut guérir. On le fait en collaboration avec l'hôpital de Lille, donc on va faire maintenant un programme de prévention, de suivi. C'est difficile, mais je crois qu'on peut faire mieux. Cholélithiase, pancréatite chronique, une maladie difficile à traiter avec beaucoup de souffrance, beaucoup de morbidité, l'ostéoporose, le diabète, accident et traumatisme, ça c'est des effets secondaires, si vous voulez. Il y a plus de, selon la consommation d'alcool, il y a plus d'accidents, de traumatisme. Violence, suicide, syndrome démentiel avec le temps, qui peuvent être absolument catastrophiques. Je vois bien que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il raconte ce Malinverne? Il ne devait pas parler du côté hédoniste, du calme, du calme.
qualité de vie, elle a mal été étudiée. Ce que j'ai vu, il y a quelques études, il y a une santé auto-reportée meilleure dans 2 études européennes qui sont petites, comparées par des consommateurs modérés d'alcool versus des abstinents et versus ceux qui boivent plus que modérément. Donc, santé auto-reportée, c'est évidemment une méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la meilleure chose qu'on a. Il y a une étude qui montre moins d'absence au travail due à maladie avec les gens qui consomment modérément. Et une étude parmi les infirmières déclare une meilleure qualité de vie avec consommation modérée versus abstinent. Donc, c'est assez misérable hein, comme étude sur le quality of life, si on s'imagine, parce que là, c'est mon point, la quality of life. Bon, ça vaut ce que ça vaut, vous êtes d'accord avec moi? Pas grand-chose. Encore un mot, on a parlé de la toxicité de l'alcool. Maintenant, la toxicité économique de l'alcool. Quel prix est le juste? Je me concentre sur le vin. J'ai appris une chose en lisant, que le coût de production d'une bouteille de vin sans prix de foncier, entrée de gamme 1 à 2 euros. Plus prestigieux, 10 à 15 euros. Donc, j'ai eu une discussion avec Jacques au téléphone l'autre jour qui me dit « Hein, oui, mais on déconne ou quoi? » Oui, moi, je trouve qu'on déconne. Le reste est offre et demande, réputation. Vous pensez, quand Parker a débarqué dans la vallée du Rhône, avant dans le Bordelais, ça a explosé. Complètement artificiel, mais c'est comme ça. La région, la note des critiques, vin de garde ou pas, donc il y a vraiment un petit problème. Et Jacques me disait, à juste titre, ouais, mais si tu t'imagines un Fangor, ça coûtait 50 centimes à la production à l'époque, et maintenant c'est 20 millions, etc. Oui, mais est-ce qu'il faut toujours accepter ça? Donc je crois que là, on pourrait peut-être discuter de ça, il y a un exemple de ce qu'on appelle en français, j'ai appris réification, Verdinglichung, donc des objets et des plaisirs, etc. On leur donne un prix et ce prix, après, fait la différence, en fin de compte, si c'est bon ou pas. Je crois qu'il y a des choses auxquelles il ne faudrait pas donner un prix. Par exemple, quels sont les bénéfices non mesurables du vin? Personne ne sait. Mon sentiment, les bénéfices non mesurables, c'est le plaisir. Comment tu mesures le plaisir? La compagnie. Le vin, à mon avis, mais c'est ma vision tout à fait subjective, c'est un plaisir social. Les histoires qui y sont associées. Des mémoires. Je me souviens quand j'ai bu pour la première fois une bouteille comme ci, comme ça, avec qui les sentiments que j'ai eus, c'est non mesurable. Et c'est d'une grande valeur. Donc, évidemment, celui qui a tout compris ça, c'est notre ami Brassens. Vous connaissez sa chanson « Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. » Donc, si t'as le béfin, s'il te faut du vin de première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier, qu'une armure d'acier matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux. Donc, il décrit un contexte où on consomme du vin sous la direction d'un vieux dégueulasse. Mais l'histoire va que la femme du vieux dégueulasse, c'est un absolu chef-d'œuvre. Elle est gentille, elle est belle. On ne peut pas dire, comme il disait, de haut en bas. Il décrit dans la chanson donc d'une beauté. Et la plupart des gens vont là boire ce petit bleu plein de menaces pour voir la femme du bistrotier. Touche pas, personne n'y touche,
parce qu'il est gros. Et si tu touches, il te lance il te tourne le visage de l'autre côté. Donc, c'est des histoires, le vin. Il y a toujours un contexte. C'est, à mon avis, très important. Qu'il y ait ou pas un petit avantage du vin, à mon avis, ce n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est le côté social et historique du vin. Donc, pour finir, Monsieur Chapoutier, que je ne connais pas, Patrick Urgamé m'a dit qu'il le connaît très bien, donc c'est ce qu'on appellerait plutôt une sale gueule. Donc un type, c'est pas un typique neuchâtelois, hein, c'est un des boss de la vallée du Rhône. Et il dit ce qu'il pense, il n'a pas de... Moi j'ai toujours pensé à Neuchâtel, on a un peu tendance à... Un peu. Et donc, lui, il va droit au but. C'est un des grands boss avec Chave et Guigal qui ont revitalisé, je pense, la vallée du Rhône dans les années 90. Négociant aussi, mais il fait des ermitages et des marsannes fabuleux. J'ai jamais bu. Les ermitages, toxicité économique, c'est 500 francs la bouteille. Donc, j'espère toujours que quelqu'un m'invite à en boire une. Mais j'ai aucun doute. Donc, il a des gens chez lui. Je l'ai lu dans un bouquin d'un Américain, journaliste, qui se fatigue la cervelle pour identifier dans le bouquet à quoi ça ressemble. Et c'est comme ci, comme ça, et puis lui, il arrive avec bon, et il dit ça, à juste titre. Donc voilà, il y a l'acte technique de la dégustation et il y a le plaisir du geste. Merci pour votre attention.